sur chaque thème, avoir des références, quelques citations peut-être, et votre cours en fait. Là, c'est vraiment pour peut-être vous apporter d'autres pistes ou d'autres notions peut-être que vous n'aurez pas abordées ou pas vues, et peut-être faire 2-3 recherches. Voilà. Bien sûr, ce n'est absolument pas suffisant, et bien sûr que résumer tout un thème, par exemple l'art ou la religion, la vérité, la justice, enfin, tous les thèmes qu'on va avoir sur une mini page, bien sûr que ce n'est pas suffisant, d'accord? Et je compte sur vous pour votre bac, pour vos révisions. Je suis sûre que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Don't worry. Ok. Donc pour chacun des thèmes, je vais vous lire une page. C'est une page comme ceci. Donc vous voyez, c'est un peu une définition qui n'est pas du tout pour moi suffisante. Ensuite, il y a à chaque fois des axes. Pareil, il y a des axes peut-être que vous n'avez pas vu parce que vous en avez vu d'autres. Et ensuite, à chaque fois, il y a un peu une citation à la fin. Donc les citations, ça peut être intéressant dans le sens où peut-être que vous ne l'avez pas eu ou vu en cours et que du coup, peut-être que si elles vous plaisent, si elles vous plaisent, vous pouvez les rechercher sur internet et peut-être les apprendre pour chacun des thèmes, par exemple. Donc voilà, je vais reprendre bien évidemment les 5 thèmes que l'on a vus dans la vidéo juste avant, donc qui sont l'art, la justice, la liberté, la vérité et la religion. Et je vais reprendre dans le même ordre que l'autre vidéo. Donc on commence avec l'art. Donc définition. Donc vous allez voir, ça va être assez rapide. Voilà, il y a une page comme ça qui s'intitule J-1 du bac. Sinon avant, dans chacune des pages, il y a 4-5 pages qui s'intitulent bac J-15. Donc à J-15, ils te disent de lire tout ça. Et à J-1 de lire ça. Puisque en fait c'est un petit livret qui s'intitule bac J-15, J-1 en philosophie. Donc bien évidemment que ça c'est un peu des résumés de cours, mais en mode extrême à la fin. Et du coup que ça ne remplace pas du tout la globalité et l'entièreté de votre cours que vous avez vu dans l'année. D'accord? Ok, on est clair, ce n'est pas les cours en entier, on est clair là-dessus. Donc, oui, je me replace et tout. On va vous lire, moi je vais vous lire le J-1 parce que le J-15, je peux pas faire les 5 dans une vidéo parce que c'est trop long, d'accord? Mais si par exemple il y a un thème dont vous aimeriez que je fasse la vidéo où je vous lis l'entièreté du J-15, donc c'est là où il y a plus de notions, il y a plus de citations, il y a des problématiques, il y a des mots-clés. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant, je vous l'accorde. Mais là, j'ai envie de faire le truc à J-1. Voilà, ok. Donc c'est comme si demain vous passiez le bac en fait. Donc, on commence avec l'art. Donc, définition. L'art désigne la création d'œuvres qui visent le beau et dans lesquelles l'utilité matérielle est absente. Vous voyez, c'est très réducteur quand même, hein, comme résumé. Je vais juste vous lire l'introduction de l'art au J-15, d'accord? Ok. Donc l'art au sens premier du terme désigne l'habilité ou le savoir-faire de l'artisan. Il est tout ce qui est artificiel au sens de non présent dans la nature. En un sens plus précis, l'art désigne la création d'œuvres d'art qui visent le beau et dans lesquelles l'utilité matérielle est absente. L'esthétique qui cherche à penser l'art suppose qu'il met en œuvre une rationalité propre. Or, on pourrait penser que l'art est étranger au règne du rationnel. Il est possible que devant une œuvre d'art, il n'y ait rien d'autre à faire que de se taire
savourer les faits. Vous voyez un peu la différence parmi les 4 points qu'il y avait dans l'introduction du J-15. Il n'y en a qu'un seul qui a été pris pour mettre dans le J-1. Vous voyez, c'est déjà un résumé d'un résumé, déjà le J-1. Donc voilà, moi j'ai décidé de vous lire les 5 J-1, les 5 thèmes, ok. Et donc si ça vous intéresse les J-15 de certains thèmes, d'un des certains thèmes dont on va parler, dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, commençons en fait. Donc ensuite sur l'art, je vous ai dit la définition. Ensuite, ils mettent 3 axes. Premier axe, l'œuvre d'art comme imitation. Donc la pensée grecque pense l'art en termes d'imitation. L'artiste séduit les hommes au lieu de les instruire et se contente d'imiter les apparences des choses au lieu de les comprendre dans leur essence. Il s'agit d'une conception de l'art comme un trompe-l'œil. Deuxième axe, l'œuvre d'art en soi. Tout discours sur l'art trahit son objectif. Pour Hegel, l'art est une manifestation de l'esprit dans laquelle la vérité devient sensible. L'art est destiné à disparaître pour laisser place à la pensée. Pour Kant, le génie n'est pas celui qui suit des règles, mais celui qui les impose, et c'est ainsi qu'il atteint le sublime. Le beau demeure étranger à la raison. Pour Nietzsche, l'art joue avec les apparences et masque l'absurdité et la douleur du monde. Troisième axe, une science de l'art non réductrice. Pour Diderot, c'est par la perception d'une harmonie cachée dans les choses que je peux juger qu'une chose est belle. L'art contemporain abolit les critères classiques du beau. Néanmoins, il ne faut pas céder au relativisme qui conduit à ne pas analyser les œuvres d'art en les considérant toutes comme égales. L'analyse de l'art ne s'oppose pas à son admiration. Enfin, pour finir, on a une citation de Maurice Denis. Maurice Denis, donc Denis c'est son nom de famille, D-E-N-I-S, Maurice Denis. La citation c'est « Se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. » Moi j'aime beaucoup cette citation, ça montre que en fait tout ce qui se dégage de quelque chose, si on prend le truc pur, c'est simplement comme il dit, une surface plane recouverte de couleurs qui ont été assemblées. Et ça fait ça et ça fait plein de messages. Ça peut faire de la contemplation du beau, une revendication, enfin voilà, plein de choses. Mais avant tout, ça reste purement ça quoi. J'aime bien cette citation. Je trouve qu'on peut beaucoup en parler dessus. Donc voilà pour l'art. On va lire le résumé sur la religion. La religion. Donc il y a 4 définitions. Donc première définition, un mythe fondateur qui propose une explication de la création et établit la place de l'homme dans l'univers. Deuxième définition de la religion, un principe divin qui se matérialise sous des formes diverses, totem, incarnation divine ou prophète. Troisième définition, un ensemble de rites et de croyances. Quatrième définition, un ensemble de devoirs et d'interdictions qui organisent la vie en société et assurent un ordre social.
Ensuite, pour la religion, il y a deux thématiques là proposées. Petit 1, première thématique, la défense de la religion. Donc, la religion n'a pas besoin d'être démontrée ni justifiée parce qu'elle est par nature irrationnelle. Pascal préfère parier sur l'existence de Dieu, puisque s'il existe, ses bienfaits sont infinis. Leibniz tente de défendre le projet divin, Dieu ayant créé le meilleur des mondes possibles. Bergson affirme que la religion naît au moment où l'homme se détache de l'instinct et se consacre à l'intelligence. Deuxième thématique qui est la critique de la religion. Donc vous voyez bien les deux thématiques. D'abord on a la première qui est la défense de la religion dans le sens où le pour, et la critique de la religion, un peu le contre, on va dire. Donc Rousseau dénonce l'arbitraire du choix d'une religion plutôt qu'une autre. Donc pourquoi est-ce qu'on choisit une religion et pas une autre? Qu'est-ce qui fait que ça soit cohérent? Je le comprends comme ça, j'essaie de traduire. Pour Nietzsche, la religion est la source du fanatisme. Pour Freud, Dieu est une illusion et il y a une impuissance à réfuter la religion, car l'illusion est au fondement de l'individu. Pour Marx, la religion est une aliénation rendue nécessaire par la misère dans laquelle se trouvent les hommes à qui elle apporte un réconfort. C'est très intéressant ça. Donc si vous ne comprenez pas le mot aliénation, c'est un peu, pour Marx, la religion c'est une servitude. Être aliéné, c'est être serf, c'est être servile, c'est être sous le joug de quelqu'un, c'est être esclave si vous voulez. Et donc la religion serait une aliénation rendue nécessaire par la misère. Et donc les hommes trouveraient un réconfort à croire à quelque chose. Voilà. Bon, si vous avez vu le film Dune, vous pouvez pas comprendre. Moi je suis allée voir Dune 2 hier soir. Quand vous allez voir cette vidéo, ce sera pas du tout le cas. Mais c'est ça dans Dune 2. C'est un exemple comme un autre. Ok. Ensuite, on a deux citations. Donc la première, c'est de Tertullien. Tertullien en un seul mot, ça s'écrit Tertullien. Alors c'est une citation en latin qui se dit credo quia absurdum, ce qui veut dire j'y crois parce que c'est absurde. J'aime bien. Ensuite, il y a une citation de Aristote qui dit, ouvrez les guillemets, il faut bien cependant qu'il y ait quelques causes initiales et premières du mouvement, et l'on ne peut aller à l'infini. Un peu plus complexe celle-là. Ensuite, troisième résumé sur la vérité. La vérité, donc une définition. La vérité est comme un miroir qui reflète le réel de façon fidèle. Une idée vraie doit être en adéquation avec la chose à laquelle elle s'applique. Elle doit aussi ne pas être en contradiction avec elle-même. Donc, la vérité, là il y a deux approches. La première, vérité ou illusion. Pour Platon, les sens nous trompent.
déjà une conception de la vérité qui a été oubliée. Pour Descartes, la vérité est une idée claire qui est présente à un esprit attentif pour distinguer le vrai du vraisemblable. L'erreur provient d'un mauvais usage de notre raison. Pour Kant, il faut accepter les limites de la raison, qui ne peut connaître la chose en soi, mais seulement l'image des choses. Pour Leibniz, l'évidence ne peut constituer un critère du vrai. En effet, les préjugés et idées issus de l'éducation ont un caractère d'évidence. C'est très intéressant. L'approche, la vérité, l'illusion. Est-ce qu'on a l'image des choses, mais est-ce qu'on a l'image, est-ce que nous on interprète via aussi les idées reçues et par l'éducation, etc. font que pour nous c'est des évidences, mais est-ce que c'est la vérité, quoi? Parce qu'il y a la part de subjectivité et l'objectivité et la subjectivité, blablabla. Donc la deuxième approche, c'est la recherche de la vérité. Donc pour Nietzsche, la vérité est une valeur. Le réel est toujours changeant, on ne peut le saisir. La connaissance n'est qu'une réduction de l'inconnu ou connu qui ignore le sens réel de l'être. Donc, il y a une douleur de la vérité et l'illusion nous permettrait de nous tenir à l'écart de ces blessures narcissiques, affirme Freud. Bachelard, qui analyse l'idée d'une vérité scientifique, explique que les erreurs sont premières et ce n'est que par une rectification indéfinie que l'on s'approche de la vérité. Toute vérité est une construction. Très intéressant aussi. Et enfin, on a une citation de Pascal qui nous dit « Vérité en deçà des Pyrénées, mensonge au-delà ». Elle est pas mal celle-là. Ok, quatrième thème sur la justice et donc aussi le droit. La justice et le droit, mais plus la justice. Ok. Donc il y a une définition. La justice est un principe qui vise à un traitement égalitaire entre des individus qui disposent de droits identiques. Ok. Ça, normal, non? Ok. Donc il y a trois approches cette fois-ci. Donc la première, c'est le droit comme rapport de force. Donc la justice s'oppose à la vengeance et exige une maîtrise des instincts et le détour par un tiers, donc un tiers, une autre personne. Pour Hegel, une vengeance ne peut mener qu'à un cercle vicieux de nouvelles vengeances. Pour Hobbes, à l'état naturel, l'homme est un loup pour l'homme et seul le droit peut pacifier les relations. Le droit ne serait qu'une pure convention sociale dont les hommes souhaiteraient se défaire dès que l'occasion se présente. Pourtant, le droit n'est souvent que l'expression des rapports de force qui n'auraient pour but que de faire respecter l'ordre social. La deuxième approche, c'est la justice dans la société.
dirigés contre la force pour constituer une société juste. C'est par le contrat social que l'homme quitte l'état primitif en aliénant ses droits à la volonté générale. Okay. Donc la séparation des pouvoirs est le garant d'un traitement juste des citoyens. Donc très intéressant, j'espère que vous avez compris cette partie. Troisième approche, la justice et l'égalité, et ET, la justice et l'égalité. Donc, le droit est toujours relatif et dépend des conditions politiques et sociales du lieu où il s'applique. Il existe un certain nombre de principes universels comme les droits de l'homme. Il y a souvent contradiction entre une justice égalitaire qui applique les mêmes règles à tous et une justice qui cherche à corriger les inégalités naturelles. C'est très 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 intéressant tout ça. Ensuite, on a deux citations pour finir. Donc la première c'est de Rousseau qui nous dit « Le plus fort n'est jamais assez fort pour être le maître s'il ne transforme la force en droit et l'obéissance en devoir. » C'est hyper intéressant. Et la deuxième citation, c'est de Hobbes. Donc Hobbes, ça s'écrit H-O-B-B-E-S. Il nous dit « C'est l'autorité, non la vérité, qui fait la loi. » Je trouve que ces thèmes de justice, de droit, de vérité, de liberté sont vraiment des thèmes constamment, c'est des thèmes constamment d'actualité. Voilà, parce qu'ils sont liés à la politique, clairement, ils sont liés à nos sociétés, à nos constitutions. Voilà, c'est très intéressant. Et c'est très... Moi j'aime beaucoup la philo. Ça nous permet de réfléchir sur plein de choses dans nos sociétés. Et à l'époque, moi dans mon bac, il y avait, là même dans ce carnet, il y avait un thème qui s'appelait la société. Et on étudiait vraiment ça. La société, c'était un thème au programme. Et là, j'ai vu qu'il n'y était plus dans le programme. Ça m'a fait un peu sourire, mais il y a quand même les thèmes quand même principaux. Enfin, cinquième et dernier thème, c'est la liberté et le devoir. Donc, il y a une définition. La liberté est le fait pour l'homme de pouvoir exercer sa volonté et la capacité de nier un aspect de la situation qu'il vit. Donc, pour ce thème-là, on a 4 approches essentielles. Il y a vraiment écrit essentiel, ok. Donc petit 1, la liberté politique. Donc c'est par le contrat social que l'homme en société se libère en aliénant ses droits à la volonté générale. Très intéressant ça. Pour Spinoza, l'État n'a pas pour finalité d'asservir les individus, mais il exige cependant l'obéissance des citoyens. En gros, moi ce que je comprends, et dites-moi si je me trompe, c'est que si tout le monde se soumet à des règles pour la volonté générale, donc que tout le monde suit les mêmes règles, c'est comme ça qu'on se libère de l'aliénation globale.
du coup on est tous libres puisqu'on est tous soumis aux mêmes lois. Vous voyez? On trouve la liberté là. Mais autant je me trompe. Mais en tout cas, ce que je comprends par la phrase, c'est par le contrat social que l'homme en société se libère en aliénant ses droits à la volonté générale. Ok, deuxième point, liberté et devoir. Donc pareil, ET, hein, liberté et devoir. Donc Kant distingue agir conformément au devoir et agir par devoir. L'action morale ne s'oppose pas à la liberté puisqu'elle est autodétermination et respect d'une règle universelle. Pour les utilitaristes, la fin justifie les moyens. Aristote fait l'éloge de la prudence, vertu morale à l'œuvre dans la délibération. Ouais, c'est assez ledge dans le thème liberté et devoir, je trouve. Ensuite, troisième approche, volonté ou déterminisme. Donc, pour Descartes, la liberté d'indifférence est la plus faible des libertés. Et c'est par volonté que l'homme échappe au déterminisme de la matière et affirme sa liberté. Pour le déterminisme, le concept de liberté est une chimère. Tout est déterminé par des causes qui produisent inéluctablement leur effet. Quatrième et dernière approche, c'est connaissance et action. Donc c'est par la conscience de sa servitude, dit Pascal, que l'homme se libère. Et ensuite, pour Spinoza, c'est par la connaissance et l'action que l'homme peut se défaire de la détermination. C'est par la connaissance et l'action que l'homme peut se défaire de la détermination. Là, je rebondis un tout petit point sur ce que dit Pascal. C'est par la conscience de sa servitude que l'homme se libère. Et ça, c'était tout mon thème de prépa en français philo. On avait 3 œuvres au programme et le thème c'était la servitude en gros. Je sais plus exactement l'intitulé, mais c'était vraiment ça. Et on avait justement un livre qui était discours sur la servitude volontaire. Et c'était une œuvre pareille de réflexion sociétale, philosophique. Et c'était hyper intéressant parce que dès qu'on a conscience, dès qu'un peuple a conscience de sa servitude, mais un homme a conscience de sa servitude, et bien c'est là qu'on se libère et qu'on est libre. Vous voyez? Même si on est sous le joug, c'est comme ça qu'on se libère. Et oui, ça passe déjà par la conscience. Donc c'est pour ça que niveau des droits, comme tout à l'heure on parlait de la justice, des droits, comme on est tout, et même de la liberté, comme on est tous soumis à un contrat social de volonté générale, comme on a tous les mêmes lois aujourd'hui nous en France, normalement. Hein? Bref, passons pour les gens qui passent au-dessus des lois. Comme on a tous les mêmes lois, qu'on en a conscience et qu'on a déterminé ça en soi pour que tout le monde puisse vivre dans une société égalitaire, alors que là par exemple il nous parlait de la liberté, etc., des différents types de liberté tout à l'heure quand on en a parlé sur la justice. Et ben là on peut être libre, vous voyez. Bref, et sur ce thème là de
citation de Spinoza qui nous dit: les hommes se trompent en ce qu'ils se croient libres. Ils ont conscience de leurs actions et ils sont ignorants des causes où ils sont déterminés. Donc voilà, j'ai fini de vous lire les 5 fiches J-1 des 5 thèmes sur l'art, la religion, la vérité, la liberté, la justice. J'espère que ça vous a plu. Pour les personnes qui vont passer le bac ou en qui ça concerne directement, j'espère que ça vous aura peut-être remis quelques petites idées ou peut-être que ça vous aura donné un peu d'inspiration. Et pour les autres, peut-être que ça vous aura fait réfléchir sur des choses essentielles, à savoir la justice, la liberté, la religion, la vérité, etc. Dans nos sociétés, ou même que vous aurez revu des concepts philosophiques avec des noms d'auteurs qui peuvent parler: Kant, Descartes, Spinoza, Hobbes, beaucoup, plusieurs auteurs. Freud, mais Freud, bon, on l'a pas beaucoup vu, vous avez vu. Lui, Freud, il est plus sur la conscience et l'inconscient, et là, on n'a pas vu ça dans cette vidéo-là, puisque je voulais traiter 5 sujets qui sont en commun avec la filière générale et la filière technologique. Donc si je ne me trompe pas, la filière technologique, j'ai relevé sur internet qu'il y a 7 thèmes au programme. Donc l'art, la justice, la liberté, la nature, la technique, la vérité et la religion. Dites-moi si c'est bien ça. Et pour la filière générale, il y a, je ne sais plus combien en termes de nombre, il faudrait que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 thèmes. Donc il y a 10 thèmes en plus dans la filière générale. Et dans la filière générale, les thèmes au programme sont l'art, le bonheur, la conscience, l'inconscient, le devoir, l'état, la justice, le langage, la liberté, la nature, la raison et la science, la technique, le temps, le travail, la vérité et la religion. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo aussi. C'était beaucoup trop résumé. Moi je trouve qu'il y avait certains thèmes c'était trop résumé et du coup pas très bien compréhensible, et d'autres